Et si je vous proposais de redécouvrir des mangas à travers les yeux de ceux qui les aiment vraiment? Dans ce format récurrent, des invités passionnés viendront nous parler d'un manga qui les a marqués, qu'il soit culte ou injustement méconnu. Et pour ce premier épisode, Freddy Harris, créateur de l'application Manga Collect, nous embarque dans un récit de fraternité, d'étoiles et de promesses d'enfance. Prêt pour le décollage? Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Manga Insight. On se retrouve aujourd'hui avec Freddy, le créateur de l'application Manga Collect, et aujourd'hui, ensemble, on va lancer un concept qui s'intitule Ce manga que vous devriez découvrir. Et donc, aux côtés de Freddy pour ce premier épisode, nous allons évoquer un titre que vous ne connaissez peut-être pas, ou plutôt, Freddy va avoir la dure mission de vous convaincre d'aller découvrir ce titre le plus rapidement possible. Il s'agit d'un titre que vous pourrez trouver au sein du catalogue d'une petite maison d'édition qui s'appelle Pika. Et le titre en question n'est autre que Space Brothers. Alors, cher Freddy, comment vas-tu? Hello, et ben moi ça va super, hein, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là pour parler de mon manga favori tout simplement, rien que ça. Tu vas pouvoir prêcher pour ta paroisse. C'est ça. De fait, alors Space Brothers, c'est un manga qui est toujours en cours actuellement et dont le 44e tome vient de sortir en France, ou en tout cas il est sorti en tout début d'année chez nous. J'avoue que je sais plus les numéros parce qu'il y en a plus de 40 qui sont sortis en France. J'en ai 44 exactement et on n'a pas encore de date pour le 45. Je sais même pas s'il est encore sorti au Japon parce que je crois qu'on a rattrapé la parution japonaise. Alors visiblement, si je me fie à Manga News, le 45e tome est sorti au Japon le 23 juillet de cette année. J'espère l'avoir avant la fin de l'année. Créé par Shuya Koyama, Space Brothers nous plonge dans un univers sur lequel on fantasme énormément puisqu'il s'agit des cosmonautes. C'est ça, les astronautes même pour être plus précis. C'est quoi la différence entre les deux? Je crois que la domination c'est le pays. Il me semble que les cosmonautes c'est russe, les astronautes c'est plutôt les américains. Bon après vu que c'est les japonais, c'est la JAXA, c'est pas la NASA, mais voilà, il y a des petites différences. Mais il y aura des histoires en Russie aussi bien sûr. Parce que c'est ça qui est beau aussi avec l'histoire spatiale, c'est qu'elle est internationale. Ah, c'est beau parce que là je suis en train de regarder et il s'avère effectivement que cosmonaute c'est pour les Russes et astronaute ce serait pour le reste du monde. Ok. C'est quand même triste. Donc ouais, je dis pas trop de conneries, ça va. Non, ça va. Spationaute c'est français si tu veux. Je l'avais pas celui-là. Alors moi non plus, comme quoi tu vois. De fait, au Japon, Space Brothers a commencé sa parution en 2008. Et en France, si je ne me trompe pas, il est sorti en 2013, soit 5 ans après sa parution japonaise. J'ai un dépôt légal en 2013 en effet dans le livre, donc c'est ça. Et du coup, Freddy, peux-tu nous présenter Space Brothers? Space Brothers, c'est de la hard SF, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction vraiment qui se base sur la science, qui est assez précise, mais qui se passe à une époque contemporaine. Donc on n'est pas avec des gros vaisseaux spatials dans l'espace, etc. C'est vraiment juste l'histoire de deux frères qui rêvent d'être astronautes. Alors le manga a été paru en 2007 et le but c'était il était dans le futur. En fait l'histoire se déroule en 2025. Donc aujourd'hui c'est très contemporain, mais le but d'être on va dire une quinzaine d'années dans le futur, c'est juste pour mettre un petit peu plus de liberté dans l'histoire par le narrateur et de dire qu'il y a un peu plus de programmes spatiaux. On va dire que l'enjeu actuel on va dire dans le monde de la conquête spatiale, c'est on va dire de créer une base sur la Lune. On va dire ça permet de mettre un peu plus de liberté, même si du coup si vous entendez le tome 1 aujourd'hui, c'est en 2025, on a l'impression que ça vient d'être fait. Ça fait un petit peu bizarre, mais c'était le but, voilà, de mettre un tout petit peu Ouais, de permettre au lecteur de se projeter davantage au niveau des possibilités technologiques par rapport à l'époque. C'est ça. Donc on est dans un futur très proche, on reste très contemporain quand on lit, il n'y a pas beaucoup de différence entre il y a 15 ans et aujourd'hui. Et on suit du coup l'histoire de deux frères, le plus grand Muta et le plus petit Ibito, qui rêvaient d'être astronautes depuis toujours. Ils étaient même, quand ils étaient enfants, ils allaient souvent squatter chez une astrophysicienne qui avait un énorme télescope, etc. Donc vraiment, ils visitaient les centres de lancement de fusées, genre de choses, ils étaient vraiment à fond. Et l'histoire commence sur le petit frère qui en fait devient le premier astronaute à aller sur la Lune japonais. Le premier astronaute japonais à aller sur la Lune, c'est mieux dans ce sens-là d'ailleurs. Sauf que on suit plutôt l'histoire du grand frère qui lui vient de se faire virer alors qu'il était ingénieur dans l'automobile. Il était ingénieur automobile, il concevait des voitures, etc. Il était viré parce que du coup il a mis un coup de boule à son supérieur. On rêverait tous de faire ça. Il a mis un coup de... Il l'a mis dans le torse. En fait, c'était une vraie référence au tout début du manga au coup de boule de Zidane en 2006 en fait à la Coupe du Monde. Il y a une vraie référence là-dessus. Parce que eux ils étaient petits en fait du coup rétrospectivement par rapport à l'orage, parce que du coup on est plutôt autour de la trentaine pour les deux personnages principaux. C'est ça aussi qui est intéressant, qui change. De toute façon c'est un seinen. Du coup le problème c'est que
vu qu'il a mis un coup de boule à son supérieur, et ben il est un peu blacklisté de toute l'industrie. Son boss a bien fait en sorte qu'il puisse pas trouver de boulot. Donc voilà, il est un peu en mode 30 ans, je retourne chez mes parents, j'arrive pas à trouver un boulot, je fais juste un petit boulot pendant que mon petit frère, lui, il est en train de devenir astronaute, et il est un peu, c'est un peu la loose quoi pour lui. En plus, il le cache à son frère, il lui dit pas qu'il est retourné chez les parents, qu'il fait des petits boulots, quand son petit frère va l'apprendre, il va essayer de lui dire mais toi aussi, on rêvait de faire ça ensemble. Alors après, la relation entre les deux frères, je la trouve très touchante parce qu'ils vont jamais trop se dire ça frontalement. Il va lui dire écoute la cassette audio qu'on avait enregistrée le 6 juillet quand on avait 12 ans, genre de choses pour qu'ils comprennent que oui, c'était mon rêve aussi. Mais c'est vrai que le grand frère est un peu, on va dire que le petit frère c'est un peu le gendre idéal, et le grand frère est un peu plus maladroit, il est un peu drôle et touchant. D'habitude j'aurais eu plus de mal avec ce genre de personnage, mais il a toujours voulu à cœur d'être le leader du grand frère qui monte la voix au petit, sauf que presque c'est là ce qui va se passer, c'est l'inverse, et du coup c'est lui qui va essayer de marcher dans les traces de son petit frère en essayant de devenir astronaute. D'accord, et donc 44 tomes, un anime est sorti assez rapidement, en plus pour une première saison, de ce que j'ai cru comprendre, en 2012. Alors j'ai pas regardé du tout l'anime par contre, mais je pense que c'est assez fidèle à l'histoire parce qu'il y avait de la matière. Donc Space Brothers, c'est au final l'histoire de deux frères qui vont plus ou moins se tirer vers le haut, dont l'aîné qui a un petit peu le complexe de ne pas être au final ce que la société pourrait attendre d'un grand frère. Après il a sa vie aussi, hein, mais là vu qu'on est autour de la trentaine, ils sont plus dans cette même relation qu'ils étaient enfants, mais c'est vrai que dans la réussite familiale, il est un peu en mode... il se met encore lui-même des bâtons dans les roues en disant c'est pas possible pour moi d'être astronaute, et en fait c'est à la fois ses parents et son frère qui l'ont inscrit sans lui dire au prochain concours pour devenir astronaute. Donc il va repasser vraiment, il va rebachoter comme quand il était écolier étudiant, parce que il y a aussi des épreuves écrites. Après il y a beaucoup de tests sportifs, de tests médicaux aussi qui sont pas toujours sympas. Donc il y a tout ça déjà dans le premier tome, et ce qui est intéressant c'est que tout ce parcours déjà pour devenir astronaute, c'est vraiment, ça prend beaucoup de choses aux histoires de rites initiatiques, et moi ça me fait vraiment beaucoup penser même à, c'est très neketsu en fait, très shonen neketsu, le côté on va avoir des amitiés et des rivalités dans cette épreuve. Ça me fait penser un peu à l'examen pour devenir Hunter dans Hunter x Hunter, ça me fait penser aussi à l'examen de Genin dans Naruto, ce genre de choses. Il y a un peu ces codes là, mais on est dans une histoire réaliste de trentenaires qui se découvrent, qui font la rencontre de personnages et de rivaux dans cette épreuve pour devenir astronaute, parce que c'est hyper sélectif. Le but c'est d'écrémer au fur et à mesure, mais dès le début on rencontre en fait, j'ai relu le tome 1 pour préparer ce podcast, et parce que des fois je voulais aussi des fois on dit mais ça devient un manga, on dit je le recommande, mais tu verras ça devient super bien au bout du tome 3, du tome 4, etc. Et moi je trouve que ouais, c'est compliqué de recommander sur un tome 1. Ouais, surtout que là, vu que c'est une histoire longue, mais là je trouve que dans le tome 1 il y a déjà tout. Bon, même si en plus de 10 ans de parution, l'auteur il a un peu affiné ses traits, notamment le chara-design, etc. Il y a déjà tout sur la psychologie des personnages, les relations humaines, et la présentation des personnages principaux qu'ils rencontrent aussi pendant cette sélection pour devenir astronaute. Et après, l'histoire, au bout de plus de 40 tomes, vous vous doutez bien que ça va encore plus loin. Toi, aujourd'hui, si tu devais recommander Space Brothers à quelqu'un, à qui est-ce que tu le recommanderais, ou du moins à quel type de personne? C'est vrai que j'irais plus, vu que c'est un seinen, j'irais déjà à des personnes qui ont plus de 25 ans. Ce qui est intéressant avec ce titre, c'est que j'arrive aussi à le recommander à des personnes qui ne lisent pas de manga, qui sont un peu plus dans la BD ou dans le comics, voilà, qui ont aussi la trentaine. Il y a un côté vraiment à s'identifier au personnage principal. Bon, après, tout le monde n'est pas forcément ingénieur, mais en étant ingénieur, en étant viré, on a tous des histoires, on va dire, un peu professionnelles, compliquées. On voit aussi, même après, plus loin dans l'histoire, il y a toujours en fait des luttes dans les relations professionnelles pour essayer de faire passer ses idées plutôt que d'autres, etc. Essayer de se mettre en avant, parce qu'après, je spoil un peu, on va dire, l'histoire longtemps, mais on va dire, même à la NASA, une fois qu'il y a plein d'astronautes, pour être choisi pour la prochaine mission, c'est aussi des épreuves. C'est compliqué. En fait, voilà, c'est comme les examens dans les shonen que j'ai cité tout à l'heure. En fait, ok, vous avez le tampon, mais en fait, c'est que le début pour la suite, quoi. Ouais, et puis même au final, c'est peut-être très représentatif de notre vie moderne, dans le sens où on est tout le temps en train de batailler pour obtenir quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, bien sûr, c'est ça. Tout le monde rêve d'aller dans l'espace. Après, ils ont tous des spécialités, des raisons différentes. Il y a notamment une personnage qu'on voit dès le tome 1 qui s'appelle Serika, et elle est médecin. Donc elle a plutôt pour vocation de faire des recherches dans la station spatiale internationale, plutôt que d'aller sur la Lune. Donc aussi, voilà, toute une galerie de personnages qui ont tous des désirs, des envies différents, qui se rencontrent et qui sont
quand même en compétition, mais qui se voue aussi une rivalité, mais une amitié en même temps réciproque. Enfin, c'est toujours assez ambigu les relations entre eux, c'est ce que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi dans l'histoire d'une manière générale, c'est que déjà entre la justesse des relations entre les personnages et leur psychologie, il y a les évolutions de chacun qu'on suit à travers toute l'histoire, et on va vraiment être avec des moments des fois vraiment juste de pur humour, et des fois vraiment de grandes tensions, parce qu'il y a des vrais enjeux dans l'espace. Ne serait-ce que l'enjeu de la survie. Voilà, oui, mais les thèmes de la mort et de la maladie sont assez présents aussi dans le manga. D'accord. Et puis vraiment, il arrive à être sur la justesse de relations, que ce soit les choses graves ou les choses légères. Des fois, juste un rictus sur une case arrive à vous faire sourire aussi, d'une situation anodine, voilà, c'est des fois des petites choses de la vie qu'on observe. Je sais pas si vous aimez bien aussi un peu observer des petits tocs des gens, il y a un peu ça des fois, je trouve, qui est retranscrit sur les personnages. D'accord, c'est hyper intéressant, mais du coup on est quand même sur une série longue, puisqu'il y a 44 tomes. Donc Oui. si on veut se lancer maintenant, tu privilégies quoi? L'occasion ou le neuf? Forcément, bon après moi j'ai envie de dire elle est pas assez longue parce que chaque tome vraiment je l'attends avec impatience dès qu'il sort, il est premier sur ma page, je le lis presque le soir même que je le reçois, c'est assez rare quand même, hein. Des fois je peux acheter un truc et mettre 2 mois avant de le lire, là lui c'est jamais je l'attends, je me fais même un plaisir de relire le tome d'avant, là en relisant le tome 1 j'ai envie de me refaire un run. Et en vrai, les personnes à qui j'arrive à le recommander et qui l'entament, en fait, quand je leur prête les tomes, c'est souvent 5 par 5. Hein. Parce que ça. Même si pourtant l'histoire est assez dense, donc des fois, faut quand même. Un tome, ça met un peu de temps à lire, il y a quand même beaucoup de dialogues de personnages, mais il peut y avoir aussi quand on est un peu dans. Il y a d'autres histoires qui sont aussi presque sans dialogue. D'accord. Voilà, quand c'est aussi. Il y a beaucoup de fois de la tension, on est dans l'espace et la silence, la radio marche plus, et il peut y avoir aussi juste des chapitres qui sont comme ça, qui sont aussi très intéressants. Mais ouais, non, mais moi je dis qu'il n'y en a pas assez, moi j'en voudrais plus encore là, chaque histoire elle avance. Et en plus vraiment, elle est toujours, même après 40 tomes, c'est toujours intéressant, les enjeux ils changent, mais ils sont toujours, les personnages ils évoluent. Il y a évidemment des nouveaux personnages qui apparaissent au fur et à mesure, mais pas tant que ça, on n'est pas dans un effet, voilà, je fais une nouvelle saison, je change tout avec les personnages, on suit quand même les évolutions des personnages entre les différents pays, les différentes nationalités, les hauts et les bas de chacun. Donc voilà, et en plus on découvre même aussi, on a bien sûr un ressort classique dans les narrations qui va être le flashback, souvent sur l'enfance des deux frères, mais on va aussi avoir beaucoup d'histoires autour des anciens astronautes. D'accord. Qui sont toujours là, qui sont souvent des mentors à la NASA, qui vont les aider, etc. Qui vont être par exemple souvent le Capcom, ça va être celui qui va être dans la salle des opérations et à communiquer avec les astronautes sur place, et qui eux connaissent aussi le stress d'être un peu lâchés dans le vide glacial de l'espace et mortel, quoi. Les chances de survie sont très faibles, et donc on a ces anciens astronautes qui sont aussi à les aider, qui sont eux-mêmes ont des histoires. En fait, il y a un personnage qui a lui-même perdu un frère dans l'espace, etc. Donc en fait, chaque personnage a une épaisseur, a une histoire, mais ils sont aussi eux-mêmes influencés par les nouveaux qui arrivent. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas un personnage, je trouve, qui est figé dans le marbre. Ok, plutôt intéressant, mais aujourd'hui on va pas se mentir, Space Brothers sur le marché du manga français est plutôt inaperçu. C'est pas très populaire. Voilà, il passe plutôt entre les gouttes. Comment est-ce que toi, qui as l'air d'être complètement amoureux de la série, c'est pas pour rien que je vous dis que c'est mon manga préféré. puisque par exemple tu me disais que le tome 1 pose extrêmement bien les bases et crée cette sensation d'addiction, et au final te donne envie d'aller plus loin. Pourtant la série passe quand même inaperçue sur le marché français. Est-ce que tu penses que les gens qui ont pu entamer Space Brothers sont passés à côté de certains éléments et n'ont pas compris l'entièreté de la série, ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent expliquer cette invisibilisation de la série? C'est un peu compliqué parce que je connaissais pas trop le marché du manga en 2013 quand il est arrivé en France. Surtout que c'est une série qui est assez populaire quand même au Japon, pour avoir déjà ce nombre de tomes, les films et les animés, même si l'animé, il n'y a plus de saison, il n'y a plus de suite, la suite est que en manga. Je sais pas, après je sais que l'éditeur Pika, ils ont fait un partenariat avec le CNES, donc il y a le Centre National d'Études Spatiales, et souvent à la fin d'un tome, il y a des pages exprès vraiment sur la vraie histoire spatiale en supplément bonus, donc c'est intéressant, ils ont essayé de surfer là-dessus, vraiment sur l'attrait, je pense que tout le monde a un petit peu d'attrait pour l'espace, les étoiles, etc., mais après jusqu'à arriver à prendre une œuvre en cours, je sais pas. Écoute, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché au début. Après, il y a toujours, évidemment, il y a les goûts et les couleurs dans toutes les séries. On des personnes qui ont commencé, qui n'ont pas continué. Ça s'appelle un peu l'attrition, c'est un peu le cas pour toutes les séries. Mais je pense qu'il a un peu manqué son public au début. Et aujourd'hui, vu qu'il a plus de 40 tomes, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les gens de se dire écoute, dans les 300 sorties qu'il y a par mois en moyenne en ce moment, tiens, commence une série de 44 tomes, vas-y,
Bah, c'est vrai que donc, si vous pouvez le trouver en occasion, en médiathèque ou etc., ce serait bien. Après, moi, je vous dis vraiment, c'est qu'en fait, il y a aussi ce côté, bah, c'est de la science-fiction, mais vu que c'est très contemporain, enfin, c'est de la hard SF, parce que c'est vraiment, on dit hard SF, déjà, ça fait un peu vraiment comme si c'était un truc de puriste, alors qu'en fait, c'est juste parce que bah, c'est assez scientifiquement proche. On n'est pas dans des vaisseaux spatiaux avec des hyper, on n'est pas dans Star Wars ou Star Trek, quoi, j'ai envie de dire, ou même Battlestar Galactica. Moi, j'adore toutes ces séries, mais ça, c'est pas du tout la même chose, des space opéra. C'est pas du tout la même chose. Et puis même, il y a d'autres séries de hard SF. Mais après, moi, c'est plutôt en série que je vais comparer ça. Il y a d'autres séries qui sont assez hard SF, mais qui sont très fantastiques, comme The Expanse, par exemple. Mais sinon, en série dans lequel je comparerais ça récemment, en série américaine, ce serait plutôt For All Mankind. Ah, je connais pas. C'est une série sur Apple TV, où en plus chaque saison va être un peu 10 ans dans le futur, donc on commence dans les années 70. D'accord. Et donc mais c'est une uchronie en fait, là par contre, For All Mankind, ça commence comme, en fait, c'est les Russes qui sont allés sur la Lune en premier. Et du coup, ça a piqué vraiment les Américains au vif, et en fait, on est dans un monde où la conquête spatiale ne s'est jamais terminée, entre guillemets, et la guerre froide est un petit peu toujours en sous-texte. D'accord. C'est vraiment une super série aussi. Bon, c'est de la hard SF, même si elle est plutôt en uchronie. Enfin, scientifiquement, c'est très proche de ce que ça pourrait être chez nous. C'est quand même. Il y a pas de feu dans l'espace, quoi. Il y a pas d'explosion de feu dans l'espace, ce genre de petites choses qui font des fois piquer un peu les curistes. Donc voilà, ce côté, hard SF, ce mot qui peut un peu faire peur. Mais au final, quand on le lit, c'est plus de la tranche de vie, mais avec des enjeux spatiaux qui donnent de l'intéressant. Et je trouve moi, ce que j'aime souvent dans la science-fiction, c'est que ça exalte vraiment les relations humaines et les enjeux, souvent. Et c'est ce que je retrouve là-dedans, même si c'est moins dans l'exaltation humaine. Vraiment, il y a des choses simples de la vie qui peuvent être entre eux. Enfin, je veux dire, juste, à un moment, il adopte un chien, ils sont gaga de ce chien, des fois, tu vois. Il y a des trucs un peu simples, tu vois. Mais en même temps, il faut se dire, attends, mais quand je suis sur la Lune, qui va le garder? Des fois, il y a des trucs tout bêtes comme ça, tu vois, dedans, de la vie qu'on pense pas, tu vois. Si. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, je pense que ça a été compliqué de le remettre en avant, mais je pense que ça aurait pu être fait de le remettre en avant quand il y avait un peu la hype mania autour de Thomas Pesquet. Oui, c'est vrai. Ce genre de choses, ça a été très grand public, ce genre de choses, ça aurait pu être remis en avant, mais je pense qu'il y avait déjà 20-30 tomes, je sais plus les dates par rapport à tout ça, donc c'était un peu compliqué de surfer dessus, mais ça aurait pu. Et peut-être qu'aussi, juste parce que c'est un manga, et je pense que le public BD comics va pas toujours au rayon manga, et des fois le voit un peu de haut, alors que vraiment, je pense que pour des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires qui disent de la BD, il y a des super CNN pour vous. Et puis même, le public littéraire français, de manière générale, peut avoir une mauvaise image du manga, et donc une dépréciation, en fait, du médium, alors que là, comme tu me disais, les mangas comme Space Brothers abordent de nombreuses thématiques qui peuvent être aussi bien faites, aussi bien traitées que dans la BD francophone ou dans la littérature classique, on va dire. Mais moi, j'ai quand même une question, c'est que dans le premier tome, tu m'as dit Space Brothers, l'histoire se déroule en 2025. Oui. Donc, au bout de 44 tomes, on en est où? On est en quelle année? Ah, je sais pas. Attends. Comment je retrouve dans l'histoire? On est en quelle année? Attends, là, j'ai 42 dans les mains. J'en ai aucune idée. Ils sont en quelle année maintenant? Mais bon, je pense que ça doit pas évoluer plus de 5 ans. Hein. Je dirais par rapport à ce qui se passe, par rapport aux évolutions. Malheureusement, je peux pas te donner. J'arrive pas à trouver un petit calendrier dans les dessins. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de fast-forward dans l'histoire. Enfin, pas plus qu'un mois ou deux de temps en temps, en attendant qu'une mission se lance, mais il n'y a pas... Non, je pense même à un moment, je me souviens d'un personnage qui se dit c'est fou, on a fait ça il y a 2 ans seulement, tout a changé, ou on fait en 2-3 ans, il y a un truc, tu vois. Je pense pas que ça va au-delà de 2030, hein. Vraiment maximum, ça a dû augmenter peut-être de 5 ans dans l'histoire, je pense, hein, mais après, je sais pas exactement. Ok, et est-ce que par exemple, le mangaka a déjà communiqué sur la fin éventuelle de Space Brothers? Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas trop regardé là-dessus. Parce que moi, pour l'instant, je le vois toujours en cours. Il est toujours en cours, mais je sais pas ce qu'il a lui-même communiqué ou ce que l'éditeur a communiqué. En vrai, il y a tellement toujours de la matière à faire qui pourrait, et en même temps, on arrive au bout d'un cycle quand même. Juste une petite précision. Au moment où nous avons enregistré cet épisode avec Freddy, aucune annonce n'avait été encore faite concernant la fin de Space Brothers. Ce n'est que le 25 juillet qu'il a été communiqué que le 46e tome de la série serait le dernier. On peut donc estimer que Freddy avait senti la fin venir.
D'accord. Donc je sais pas si, tu vois, il pourrait très bien conclure l'histoire et ouvrir une suite spin-off, tu vois. Ce serait possible, enfin, après il y a tellement de personnages, il y a d'autres enjeux, tu vois, là, c'est quand même très axé sur la Lune. On pourrait faire un bond de 10 ans dans le futur et faire dire qu'on va sur Mars, tu vois, si on voulait vraiment après. Mais est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il veut raconter après avec les personnages et leur évolution? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup... un de leurs enjeux est de mettre sur la Lune un télescope géant pour justement l'astronome qu'ils ont rencontré quand ils étaient gamins, Sharon, Dr Sharon Kaneko. Mais en plus, on suit son histoire où elle a une maladie incurable qui est en train de je sais plus comment elle s'appelle, mais De la rongée? ouais, de pétrifier tous ses muscles. Je sais plus comment ça s'appelle, etc. C'est pas la sclérose en plaques? SLA, je crois, ouais, un truc comme ça. Ils disent tout le temps un acronyme. La sclérose latérale amyotrophique. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. SLA, également appelée la maladie de Charcot. Ouais, là, c'est ça, la maladie, ouais, c'est ça. Qui est en train de la rendre aussi, au fur et à mesure, complètement prisonnière de son propre corps. Donc on a tous aussi ces ressorts de maladie, donc qui en même temps essaient de nommer en fonction de elle ce télescope. Donc ils essayent dans cet enjeu, mais c'est compliqué parce qu'il arrive plein de choses sur la Lune aussi. Mais bon, ça, je vous raconte l'histoire du 30 ou 40e tome, mais ben, je spoil un peu, mais aussi pour donner l'envie de vous dire, il y a vraiment de la matière. Allez, pour 30-40 tomes, ça y est. Et puis bon, bah, vous vous doutez que bon, bah, il rêve d'être astronaute, à un moment, ils y arrivent. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tout. On a vraiment que le parcours, mais c'est pas le bout, quoi. C'est aussi presque le début. Mais même on va dire presque le prélude, il est aussi intéressant que le reste. Mais pour dire que, vu que c'est très centré sur ces personnages-là, je sais pas si après ça serait le même manga. Je pense que peut-être qu'il pourrait faire des spin-offs ou des suites, mais s'il a envie de creuser encore le sujet, il pourrait faire un autre manga. De toute façon, je suivrai sa prochaine œuvre ou quoi. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même au bout d'un certain cycle et des évolutions de personnages et d'histoires qui sont en train de se faire là au tome 44. On a même en fait la vraie signification du titre. On l'a eu il y a 2-3 tomes seulement. Parce que Space Brothers, on se dirait que c'est juste les deux frères, mais en fait il y a une autre signification. Voilà. Il y a un petit truc caché, un peu comme dans l'Attaque des Titans, tu vois. Il y avait un titre, le titan assaillant ou je sais pas quoi, en fonction des traductions. Il y a un petit truc. Donc voilà, au final, il faut lire l'intégralité de Space Brothers pour connaître la signification du titre. Tout à l'heure, tu as évoqué des sous-textes qui peuvent exister dans certaines œuvres, des différents niveaux de lecture. Est-ce que c'est le cas dans Space Brothers? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont un peu plus discrets, mais pourtant importants, à côté desquels on peut totalement passer? Est-ce qu'il peut y avoir différents niveaux de lecture de ce titre? Je pense pas. C'est assez clair. Ça va être plus sur les non-dits entre les personnages, mais qui se faut comprendre, des fois. Enfin, donc tout n'est pas forcément explicite, on n'est pas entre des personnes qui vont tout se dire, etc., et tout comprendre, et la communication entre les humains est fabuleux. Des fois, il y a aussi des incompréhensions qui se font, mais c'est vrai que vu que c'est assez intéressant de suivre des personnes qui sont assez intelligentes et qui ont fait des hautes études, donc il y a aussi une vivacité d'esprit entre eux, et on arrive à se comprendre sans se parler aussi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que même eux, dans le milieu professionnel, où ils sont, c'est comme ça qu'ils constituent les équipes. C'est aussi par rapport à une certaine amitié ou une entente professionnelle sur le terrain que les instructeurs vont faire des équipes pour les envoyer dans des missions spatiales, parce que faut faire confiance à l'autre. Et puis en plus, tu vas vivre plusieurs mois confinés ensemble, donc ça l'histoire, mais qui sert le propos aussi entre les relations, entre les personnages. Mais sinon, sous le sous-texte, pas spécialement. Les thèmes de la mort ça peut être, on va dire, traité de manière un peu pudique, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment tant de sous-texte que ça. Ouais, ça reste quand même traité de manière évidente, sans être forcément trop simple et frontal. efficace, vraiment. Et honnêtement, de toi à moi, est-ce que tu recommanderais Space Brothers à un adolescent? S'il fait preuve d'une certaine maturité, c'est possible, oui. S'il a un attrait pour l'espace, forcément, ça va l'intéresser, on va dire. Mais adolescent, ça dépend, peut-être à partir de 16 ans. Il n'y a pas de thème choquant, vraiment, mais c'est plus par rapport à comprendre. Puis même si à 14 ans, tu saisis pas tout mais c'est qu'il y a un intérêt pour les relations humaines, et c'est genre des fois de petites choses que tu acquiers un peu plus tard. Peut-être, mais peut-être qu'après je sous-estime complètement les adolescents en vieillissant au fur et à mesure, comme n'importe qui finalement aujourd'hui. Non, mais je suppose que tu dois avoir raison sur un point, c'est que ça dépend de la sensibilité et de la maturité de chacun. La sensibilité, oui, c'est parce surtout qu'en l'occurrence, ça aussi, je pense. sur d'autres titres, ce serait rédhibitoire en recommandation pour des moins de X années, disons. Là, en l'occurrence, on n'est pas, avec la façon dont tu me l'as présenté en tout cas, on n'est pas sur une histoire atrocement violente, pleine de sexualisation à outrance, totalement gratuite. Non. Du tout, mais il y a un peu de la romance, il y a de... Ouais, mais la romance fait partie de la vie. Oui, bien sûr, mais c'est ça, bien sûr. C'est pas quelque chose qui est très mis en avant, mais on est des fois dans la tête du personnage et qui s'égare un petit peu.
sans que c'est jamais graveleux. C'est jamais, du coup, c'est pas du tout à la japonaise avec les gouttes de sang qui sortent du nez. Non, c'est en toute élégance. Et c'est vraiment pas du tout un manga élitiste. Quand on dit hard SF ou rigueur scientifique, vraiment, vu que je vous le dis, ça se base vraiment sur les personnages, vous les accrochez vite. Il y a une question aussi de stress qui est assez présent dans le manga, donc c'est vrai que l'humour, ça permet de décompresser ce stress aussi, que ce soit pour nous lecteurs, mais entre les personnages aussi. Et vraiment, c'est l'évolution. Franchement, croissance personnelle de chacun, et des fois c'est pas que croissance, des fois il peut y avoir un gros coup de mou. Je pense à une histoire qui se passe avec le petit frère à son retour de sa première aventure lunaire, compliqué pour lui. C'est lui après qui est dans le bad une fois que le grand frère va marcher, donc voilà, ils sont pas toujours diapason les deux frères, ils ont une relation assez particulière parce qu'en plus même physiquement ils se ressemblent pas, donc des fois les gens ils disent mais t'es le frère, mais c'est ce que je vois sur la couverture du tome 1, ouais. Où il y en a un qui est brun avec une coupe afro en fait, ouais. Et l'autre, je ne sais pas s'il est décoloré ou quoi que ce soit, mais en tout cas il a les cheveux très courts et blonds. Je sais pas, je crois pas, parce qu'il est tout le temps comme ça, mais en fait quand on voit les parents on comprend, il y en a un qui ressemble à son père et l'autre à sa mère. Leurs parents sont aussi assez présents dans le manga, ils sont assez spéciaux aussi, ils sont un peu perchés, c'est marrant, tu te dis aussi, les chiens font pas des chats aussi, mais... mais c'est ça qui donne vraiment toute la cohérence à l'univers, voilà. Les parents ils sont là, mais ils ont 30 ans, mais les parents sont là aussi en fait. Comme quoi, la famille, ça compte. Eh bien, écoute, cher ami, merci beaucoup d'être venu pour nous parler de Space Brothers. Merci. J'espère, en tout cas, qu'encore une fois, tu auras réussi à convaincre d'autres personnes que moi-même de découvrir ce titre. Car effectivement, je pense que je vais zioter sur les sites d'occasion pour voir ce que je peux trouver. Ouais, franchement, prenez 2-3 tomes déjà, vous faites une idée, si c'est votre cas, mais si vous accrochez, allez-y. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.